Ravi de vous retrouver sur Arte pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, direction Kharkiv, deuxième ville la plus importante d'Ukraine avant la guerre, avec la cathédrale de la Dormition. Fin 2025, voici ce qu'est devenu Kharkiv après 4 années de guerre et d'attaques quotidiennes. Son maire, Ihor Terekov, a créé une tribune pour nos confrères d'Euronews, dont je vais vous lire quelques extraits. Je suis le maire de Kharkiv, une ville qui vit à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Chaque jour, je regarde dans les yeux des gens qui vivent avec un voisin qui apporte la mort. Et pourtant, nos concitoyens choisissent la vie. La Russie frappe le système énergétique ukrainien et tout ce qui apporte à la population lumière et chaleur. Alors, dans chaque quartier, nous avons ouvert des points d'invincibilité, des endroits où l'on trouve de la chaleur, de la lumière, du thé et surtout de la chaleur humaine. C'est ce qui nous différencie de l'ennemi. Nous apportons la vie, pas la mort. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on veut vous parler non pas de tractation géopolitique, mais d'un peuple qui subit la guerre, d'un pays comparable au nôtre qui a vu son quotidien changer, particulièrement après le 22 février 2022, le quotidien des Ukrainiens en guerre, avec tout ce que cela signifie, vous allez voir notamment sur le plan de la résilience. Sortons nos cartes. Voici la carte de l'Ukraine à la veille de l'invasion russe du 24 février 2022. Déjà 2 territoires étaient contrôlés par la Russie depuis 2014, la Crimée et une partie du Donbass. À ce moment-là, le pays comptait encore 41 millions d'habitants. Voici maintenant la carte de l'Ukraine, presque 4 années après le début de la guerre. Au mois de juin 2025, le Center for Strategic and International Studies estime à plus de 100 000 le nombre de personnes tuées au sein des forces armées ukrainiennes depuis le début de la guerre. Et en août 2025, la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies a recensé 13 883 civils tués, dont 726 enfants, et 35 548 blessés, dont 2 234 enfants. En 2024, depuis le début du conflit, ce sont près de 9,5 millions de personnes qui ont fui de chez elles, que ce soit pour aller ailleurs en Ukraine ou pour partir à l'étranger. Soit près d'un quart de la population, dont plus de la moitié des enfants du pays. Fin 2025, plus de 5,7 millions d'Ukrainiens sont toujours à l'étranger. La Pologne et l'Allemagne font partie des pays ayant accueilli le plus de réfugiés, avec plus d'1 million de personnes chacune. Certains pays sont très impactés, à l'instar de la Moldavie, avec 135 000 réfugiés ukrainiens pour une population totale de près de 2,5 millions d'habitants. À titre de comparaison, la France a accueilli 74 000 personnes. Une très grande majorité de ces déplacés à l'étranger sont des femmes et des enfants, en provenance de régions orientales comme celle du Donbass, dont Mariupol. En grande majorité adolescentes ou jeunes adultes, elles sont souvent mariées ou en couple, avec 1 ou 2 enfants les accompagnant. Le 2 mars 2022, un dispositif de protection temporaire de plus de 17 milliards d'euros a été voté par le Conseil de l'Union européenne. Le volet éducation de ce dispositif est une réussite, avec un taux moyen de 78% d'enfants ukrainiens scolarisés. Mais les difficultés de professionnalisation ou encore celles liées au logement subsistent et rendent les perspectives d'avenir fragiles, alors même que les perspectives de retour s'érodent au fil du temps. Les 3/4 des réfugiés déclaraient en 2022 vouloir rentrer en Ukraine, sûrement ou probablement. Fin 2024, ils étaient moins de la moitié. Alors intéressons-nous maintenant au déplacement des populations à l'intérieur de l'Ukraine. Il concerne près de 3,7 millions de personnes. Près d'1 million d'entre elles vivent dans les régions de Dnipropetrovsk et de Kharkiv. À Kiev et sa région, ils sont presque 700 000. Sur cette carte, on peut voir la répartition des réfugiés suivant les régions. La guerre a également un effet sur le taux de fécondité. Déjà en berne en 2021, avec 1,1 enfant par femme, en 2023, il est tombé à 0,7 enfants par femme. Les causes sont bien sûr la mobilisation des hommes dans l'armée, combinée à l'exil massif des femmes en âge de procréer. À cela s'ajoute la destruction systématique des infrastructures médicales par les forces russes,
Selon le site Attacks on Healthcare in Ukraine, plus de 2000 frappes russes ont visé des établissements de santé, dont des maternités. On l'aura compris, la guerre a bouleversé la démographie ukrainienne, provoquant morts et blessés, mais aussi un effondrement de la natalité et forçant les Ukrainiens à l'exil, à l'étranger, mais également à l'intérieur même du pays. Alors voyons précisément maintenant quel est l'état de l'Ukraine après 4 années de guerre. En février 2025, après 3 ans de guerre totale, le coût de reconstruction de l'Ukraine se montait à environ 500 milliards de dollars sur 10 ans. Pour ceux qui restent, c'est donc une existence dans un pays en partie détruit. Environ 13% du parc immobilier a été endommagé ou détruit. Les villes sont particulièrement touchées et parfois laissées en ruine, comme l'atteste par exemple la ville de Marioupol. Au total, ce sont 236 000 bâtiments résidentiels à avoir été frappés depuis le début du conflit. Voici maintenant les réseaux de routes et de chemins de fer avant-guerre. S'il n'est pas possible d'avoir des cartes précises de la situation aujourd'hui, on sait que les principaux axes de circulation du pays sont endommagés à hauteur de 38,5 milliards de dollars de dégâts. Alors rendons-nous maintenant dans l'oblast de Kherson, à Kakhovka. Sur cette image satellite du 5 juin 2023, on voit le barrage hydroélectrique. Et maintenant regardez, le lendemain de la destruction du site par les forces russes, puis le 20 juin, une destruction qui compromet les zones agricoles, l'approvisionnement en énergie ainsi que l'approvisionnement en eau potable des populations. Concernant l'eau, dès le 20 avril 2022, l'ONU alertait sur l'ampleur dramatique de la crise hydrique en Ukraine. Plus de 4,6 millions de personnes ne disposent plus d'un accès régulier et sûr à l'eau potable, tandis que 1,4 million en sont totalement privés. Allons maintenant à Mykolaïv. Dans cette ville du sud du pays, la population a été privée d'approvisionnement en eau pendant plus d'1 mois, contrainte de recourir à une source alternative dont l'eau, même traitée, présentait des concentrations excessives de chlorure, de sulfate et de divers sels minéraux. Par ailleurs, les déflagrations des bombes, missiles et autres munitions engendrent le rejet de plusieurs substances toxiques et l'empoisonnement insidieux de l'eau et des sols. La pollution de la rivière Igva dans la région de Ternopil à la suite de la destruction de réservoirs d'engrais ou celle du Boug occidental après le bombardement d'un dépôt pétrolier à Lviv ont provoqué des mortalités piscicoles massives. Enfin, voici la carte des incendies dans le pays entre février 2022 et le 31 juillet 2024 du fait des bombardements et de la tactique russe de la terre brûlée. La guerre a aussi plongé l'économie ukrainienne dans une situation de crise structurelle. Environ 30% des emplois qui existaient avant l'invasion ont été supprimés. L'inflation a atteint 20,2% en 2022 et reste à 14% en 2025. Concrètement, le coût du carburant, du chauffage et des denrées alimentaires est devenu écrasant, tandis que les pénuries ponctuelles de gaz, d'électricité ou d'eau perturbent le quotidien. Les transports, la santé et l'éducation connaissent des dysfonctionnements récurrents, contraignant la population à développer des solutions alternatives. Parmi ces solutions, les pérévisniki, ou transporteurs. Ces minibus collectifs d'initiatives citoyennes ou associatives ont assuré l'évacuation des réfugiés ainsi que l'acheminement vers l'Ukraine des vivres et médicaments en provenance de pays d'Europe. Au départ de Paris, par exemple, leur nombre est passé d'une dizaine avant l'invasion à près d'une cinquantaine en 2024, et ces minibus partent également d'autres localités françaises. Sur cette carte, on voit un minibus qui part de la Sarthe, ainsi qu'un autre qui part de Privas, en Ardèche. En Ukraine, ces stratégies d'adaptation à un quotidien de guerre sont multiples. Exemple, l'utilisation des métros. Considérés comme des abris temporaires et solides du fait de leur profondeur, ils se sont transformés en dortoirs ou même en classes d'école. Ainsi, à Kharkiv, ce sont 106 classes qui ont été délocalisées à l'intérieur de 6 stations. Rendons-nous maintenant à Kherson. La ville s'est réorganisée dans des souterrains. Elle comptait 279 000 habitants avant la guerre. Il en reste désormais 70 000.
Soumis en 2023 aux inondations provoquées par la destruction du barrage de Kakhovka, les habitants vivent désormais avec la peur des attaques de drones russes. Depuis l'été 2024, ces drones survolent sans cesse la rive droite du Dniepr sur une zone de plus de 100 km de long, dont la ville et d'autres localités environnantes sous contrôle ukrainien. Les habitants restants sont confinés dans les souterrains où toute une vie s'est recréée, et notamment un centre périnatal financé par l'Union européenne. Enfin, prenons la direction de l'est de l'Ukraine. Le 30 septembre 2022, quelques 20% du territoire ukrainien ont été officiellement annexés par la Russie à l'issue d'un référendum contraire au droit international. Dans les parties de ces territoires déjà occupés par la Russie, près de 3,5 millions de personnes se trouvent aujourd'hui coupées du reste de l'Ukraine. En mars 2025, Poutine a signé un oukaz qui contraint les Ukrainiens présents sur ces territoires à adopter la citoyenneté russe, un processus de substitution démographique. Soulignons pour finir ce bilan environnemental de l'invasion russe de l'Ukraine dont on ne parle pas assez. Pollution de l'air, de l'eau et des sols par les bombardements, les débris de munitions, les déversements chimiques, les fuites de carburant et les émissions de CO2 liées à la production des armes ainsi qu'à leur utilisation. Le ministère de l'Environnement ukrainien liste d'ailleurs les dégâts écologiques liés à la guerre, avec l'objectif de déclencher un jour une procédure judiciaire contre Vladimir Poutine pour écocide. Pour aller plus loin, l'ouvrage d'Alexandra Goujon, Ukraine, de l'indépendance à la guerre, aux éditions Cavalier Bleu. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et abonnez-vous à notre newsletter. À bientôt.